Salut, c'est Tom de Tomigo Photographie. Alors à plusieurs reprises, tu m'as demandé de faire une vidéo sur le matériel que j'utilise. Alors je me suis dit que comme on est proche de Noël, à peu près un mois de ça, eh bien c'était la bonne opportunité de faire une vidéo sur le matériel que j'utilise en tant que photographe et peut-être t'aider à convaincre tes proches de bien vouloir t'acheter du matériel pour Noël comme cadeau. Voilà, alors c'est parti. J'ai pris vraiment ce que j'utilise. Il y a beaucoup. Oh, c'est lourd. C'est lourd, mais c'est bon. Alors quand j'ai décidé de faire cette vidéo, je me suis dit peut-être qu'il fallait que j'en fasse deux. Une vidéo pour te montrer le matériel que j'utilise pour le mariage et une vidéo pour te montrer le matériel que j'utilise quand je fais du paysage. Et puis en fin de compte, à y réfléchir un peu plus, je me suis dit que ça serait un petit peu ridicule. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement beaucoup de matériel et que je ne vois pas ce matériel comme étant exclusivement mariage, exclusivement paysage. Ça dépend vraiment du type de mariage, ça dépend de l'endroit où ça va se passer, de la saison dans l'année où ça va se passer, et idem pour le paysage. Et donc en fonction des critères, eh bien, je vais utiliser plus ou moins le même matériel. Voilà, alors tout le matos que j'utilise à chaque fois que je fais quelque chose, eh bien, il est dans cette valise. C'est une valise Pelly, aussi connue sous le nom de Pélican, mais en Europe, c'est la marque Pelly. Voilà. Et je te ferai une revue de cette valise, ainsi que de l'autre valise Pélican que j'ai, et également une autre valise dure comme celle-ci, qui n'est pas de la marque de Pélican et qui sera intéressante de faire une comparaison. Voilà. Et puis je couvrirai également une vidéo sur le système que j'utilise pour organiser mon matériel à l'intérieur même de cette valise, car j'ai changé de système. Alors, c'est parti. Il y a beaucoup de choses dans cette valise. Je vais te montrer ça. Hop, voici, mais je vais te montrer quand même un petit peu mieux. Alors, je vais la mettre sur le côté parce que vraiment, elle est grosse. Il y a beaucoup de choses et ça rentrerait pas, ça passerait pas sur toute la table. Alors, je pense qu'il serait intéressant de commencer par les appareils photo. Alors oui, bien sûr, les appareils photo parce que j'ai la chance d'en avoir plus d'un. Pendant longtemps, j'ai utilisé ceci. Ceci est mon 60D, c'est un APS-C de chez Canon, c'était un des premiers appareils à avoir le petit écran à l'arrière qui se tourne, et c'est le premier appareil que j'avais, en fin de compte, vraiment que je possédais. J'ai fait même des photos de famille pour lesquelles j'étais payé. Mais par contre, à l'époque, à chaque fois que j'avais un mariage ou un événement unique, eh bien, j'ai toujours loué le 5D Mark III ou même le 5D Mark II au début. Voilà. Alors, cet appareil-là, je l'utilise encore. Il se trouve qu'il y a à peu près 2 ans de ça, je l'ai converti en infrarouge. Je ferai une vidéo au printemps sur l'infrarouge et pourquoi je l'ai converti, etc. Donc aujourd'hui, je le prends de temps en temps avec moi, même pour les mariages et autres. Ça peut être intéressant, ça dépend de la saison et ça dépend bien sûr du lieu. Voilà, donc voici le premier appareil photo, le Canon 60D. Ensuite, mon appareil principal que j'ai depuis 1 an, que j'utilise tout le temps, c'est le 5D Mark IV, voilà, avec le battery grip. Je l'adore, je ferai des vidéos sur les différentes fonctionnalités que j'aime de cet appareil. Selon moi, c'est le meilleur appareil sur le marché en ce qui concerne Canon et en ce qui concerne le type de photo que je fais. Je l'adore, voilà, donc je le mets ici. Ensuite, autre appareil, eh bien c'est le fameux 5D Mark III. Alors le 5D Mark III, celui-ci, je l'ai acheté en fin 2013, voilà, jusque-là, je le louais à chaque fois, et puis en fait, j'en avais marre, et j'ai gagné un peu d'argent à l'époque, à faire tous les portraits de famille, etc. Et donc, j'ai pu me l'offrir, et c'était vraiment un véritable cadeau que je me suis fait, et je l'adore encore, et j'utilise pour tous mes mariages. C'est mon 2e appareil qui est à ma ceinture, voilà. Alors, comment je vais m'organiser? Je vais mettre comme ceci, voilà, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de matos. Alors, qui dit appareil photo numérique dit forcément
batteries ou piles, quel que soit le terme que tu veux employer, eh bien sûr, il m'en faut un paquet. Alors, j'en ai 2, 4, 6, 8. J'ai 8 batteries. Alors j'ai la chance qu'en fait, c'est le même système de batterie pour les 3 appareils. Donc ça a vraiment été un énorme avantage. C'est pas le cas de tout le monde et quand on a plusieurs appareils comme ça, on se retrouve à avoir plusieurs types de batteries et donc à charger c'est pas l'idéal, on peut pas les utiliser, etc. Donc on se retrouve à avoir vraiment beaucoup de batteries et au final ça coûte cher. Alors au niveau des batteries, est-ce que j'ai que du Canon? Eh bien non, j'en ai 2, 3, 4, j'en ai 4 de chez Canon et j'en ai 4 qui ne sont pas de chez Canon. Est-ce que je vois réellement la différence? Peut-être qu'il y a une différence, mais comme elles sont toujours couplées par 2 et je ne fais pas forcément attention lesquelles je mets ensemble, je t'avouerai que je ne vois pas la différence, ça n'a aucun effet sur moi. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant de batterie pour un mariage, par exemple? Ben, j'aurais dit non jusqu'à avant l'été. Voilà, il se trouve que cet été, j'ai fait un mariage et au milieu de l'après-midi, d'un seul coup, j'avais plus de batterie. Les batteries étaient plates dans les 2 appareils. Et donc, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai ma petite idée. Je pense que c'est dû au fait que j'étais quasiment sur AI Servo, c'est-à-dire le mode de focus en continu, quasiment sur toute la journée. Et donc, du coup, quand tu utilises ce mode-là, eh bien, la batterie est utilisée énormément pour constamment ajuster le focus. Je pense que ça vient de là. Voilà. Mais donc voilà, j'en ai 8, j'étais bien content d'avoir ces 8 batteries ce jour-là. J'ai pu les changer quand j'en avais besoin. Alors, je vais mettre les batteries ici. Ensuite, qui dit appareil photo dit forcément objectif. Alors, pour les objectifs, je vais commencer par les 2 objectifs qui, selon moi, sont absolument essentiels si tu veux te lancer dans la photographie de mariage et que tu débutes et que tu n'as pas forcément beaucoup de thunes. Voilà, tu peux pas te permettre d'avoir 36 objectifs. S'il y en a qu'un à avoir, s'il y en a qu'un vraiment à avoir, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le 24-70 2.8 L USM IS Mark II. Et je dis IS et en fait non, il n'est pas IS. Mais il est absolument incroyable cet objectif-là. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps de ça sur cet objectif. À l'époque, je ne l'avais pas. Je le louais. Je l'ai loué pour tous les mariages que j'ai fait. Vraiment, il est super. Il a un piqué absolument extraordinaire à 2.8, de 24 mm jusqu'à 70 mm. Absolument, c'est superbe. Je l'ai loué pendant très longtemps puisque je l'ai acheté que l'été dernier, pas celui qui vient de passer, l'été d'avant, 2016. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai utilisé sans en être propriétaire. Voilà. Vraiment super. Donc avec cet objectif-là, d'ailleurs, si je dois me rendre quelque part et que j'y vais en famille et que je ne vais pas pour faire des photos, mais j'ai quand même besoin d'avoir un appareil avec moi, eh bien ça va être l'objectif que je vais prendre grâce à cette plage focale allant de 24 à 70 mm, qui est quand même assez intéressant. C'est vraiment l'objectif passe-partout. C'est pour ça qu'il est un tel bon compagnon pour faire des photos de mariage ou événementiel. C'est vraiment super. Alors, je vais le mettre ici. Ensuite, le deuxième appareil, le deuxième objectif, si tu as celui-ci et que tu souhaites avoir un peu plus de longueur focale à ce moment-là, il y en a un vraiment qui est le top du top du top du top. C'est le 70-200 L 2.8 Mark II IS USM. Alors IS, oui, très important. L'IS, ça permet de faire quand même des photos. Par exemple, quand tu fais la cérémonie de mariage, ça m'arrive d'être dans une église et à l'église, ils m'interdisent quelquefois d'être très proche de l'autel, très proche des mariés où se passe la cérémonie. Et donc, du coup, on me met tout au fond. Tout au fond, et des fois, je suis même perché là où se trouve l'orgue. Et donc, j'ai toute
cette église, toute la longueur de l'église à faire avec un téléphoto. Et donc, du coup, le 70-200 est extrêmement utile. Alors, IS, pas IS, moi je recommande d'avoir l'IS sur le 70-200. Pourquoi? Puis, on a beau avoir le 2.8, ça permet d'ouvrir quand même pas mal, de faire rentrer de la lumière, c'est bien. Seulement, les églises et les autres environnements qu'on a dans le mariage, généralement, n'ont pas beaucoup de luminosité. Et donc, puisque les sujets durant la cérémonie ont tendance à pas bouger beaucoup, eh bien l'IS va nous permettre de descendre cette vitesse d'obturateur de 4 arrêts par rapport à la fameuse règle qui est que tu dois avoir ta vitesse qui soit au moins égale à 1 sur cette vitesse, 1 sur la longueur focale, pardon, pour trouver la vitesse dont tu as besoin. Ce qui veut dire en gros que si tu es à 200 mm, eh bien tu ne peux pas tenir l'objectif à main nue comme ça à moins de 1/200 de seconde. Et bien grâce à l'IS de cet appareil-là, de cet objectif-là, tu peux descendre de 4 arrêts. Alors 4 arrêts de 200, à partir de 200, ça fait quoi? Ça fait 100, ça fait 50, ça fait 25, ça fait 12. Voilà, c'est quand même pas mal. 1/12e de seconde au lieu de 1/200e de seconde. C'est quand même vraiment super. Donc oui, je le recommande. Si on a le 24-70 et qu'on a besoin d'aller un peu plus loin, eh bien celui-ci est absolument superbe. Est-ce que je l'utilise beaucoup aujourd'hui, de temps en temps, dans les églises, comme j'ai dit, ou quand on veut faire des photos où les sujets ne sont pas au courant, voilà, des photos volées, eh bien c'est très pratique. Pratique également avec les enfants. Voilà, quand on fait des photos de famille à l'extérieur, etc., les enfants ont besoin de s'acclimater aux photographes et donc du coup ça peut être très très pratique de commencer à les photographier de loin, un peu style paparazzi où ils évoluent avec leurs parents, leurs amis, etc. Et petit à petit on se rapproche et à ce moment-là, quand on se rapproche, on récupère le 24-70. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Ensuite, l'autre objectif. Alors, l'autre objectif que j'utilise dans les mariages, c'est celui-ci. C'est un objectif macro, c'est le 100 mm. C'est le 100 mm 2.8 IS USM de chez Canon est vraiment, vraiment superbe. Extrême, avec un piqué vraiment spectaculaire. Mais je veux dire, le piqué du 24-70, absolument génial. Le piqué du 70-200, il n'y a pas mieux pareil. Ces deux-là sont quasiment équivalents. Celui-ci, c'est pareil. Le piqué est extraordinaire sur cet objectif-là. Et pourtant, tu vois, je l'utilise à peu près pour 10 photos dans un mariage. 10 photos, c'est tout. Voilà, c'est toutes les photos toutes les clichés des bagues, des détails de la robe, des détails des bijoux, des détails sur la mise en place des tables, etc. Voilà, ça va m'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se trouve qu'on peut aussi l'utiliser pour faire des portraits. Généralement, les objectifs macro sont des très bels objectifs pour le portrait. Là, c'est la même chose. Cela dit, est-ce qu'il est mieux que le 70-200 à focal équivalent? Pas vraiment, ça se vaut, hein. Ça se vaut vraiment, mais vraiment super. Et quand on fait le mariage et qu'on capture les détails c'est extrêmement important pour les mariages. Pourquoi? Parce que la mariée a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi à régler tous les petits détails, etc. Et donc c'est important qu'on capture tout ça. Et l'idée de le faire avec des tubes à extension, non, merci, on n'a pas le temps de bricoler dans les mariages, voilà. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Mais je l'ai acheté il y a que 3 ans. Avant ça, eh bien, oui, j'utilisais, je faisais pas forcément de macro, je faisais plus de la proxy, j'utilisais des objectifs qui me permettaient d'être le plus proche possible et j'ai utilisé des tubes à extension pendant un bout de temps. Voilà. Mais à un moment donné, j'ai réussi à avoir le budget qui m'a permis d'acheter ce 100 mm. Donc je le recommande absolument. Ensuite, peut-être 200 si je le fais comme ceci, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un autre objectif qui est assez particulier. J'en ai déjà parlé lors des vidéos sur le paysage. Je le prends avec moi toujours pour les mariages. Des fois, ça fonctionne. Des fois, j'arrive à avoir des résultats. Ça va dépendre combien de temps j'ai pour prendre certaines photos, etc. C'est le fameux Tilt Shift. C'est mon 24 Tilt Shift chez Canon. C'est le Mark II, 3.5 d'ouverture maximale. Et vraiment extraordinaire cet objectif. Quasiment pas de distorsion.
c'est absolument fabuleux et je sais que ça fait longtemps que je t'en parle, ça fait longtemps que j'en parle, mais j'en ai jamais fait de vidéo proprement dit sur comment l'utiliser. Et je sais que Steve de Jean, si tu regardes ça et que je sais que tu es intéressé pour acheter cet objectif-là, eh bien je vais faire une vidéo la semaine qui arrive. Voilà, cette vidéo que je fais maintenant va sortir samedi matin, comme d'habitude. Eh bien, la semaine qui suit, voilà, il va y avoir au moins une vidéo. Je vais faire 2 vidéos sur cet objectif-là. Il va y avoir au moins une vidéo. La première vidéo sur l'objectif Tilt Shift. Alors, Tilt Shift, il est vraiment très bien pour le paysage, c'est clair, à tout point de vue, et j'aurai l'occasion d'en parler, aussi bien pour augmenter la profondeur de champ que pour capturer des choses qui seraient un petit peu trop élevées. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. Et pour le mariage, en fait, vraiment, j'utilise d'un point de vue créatif pour rajouter des zones hors champ dans ma scène. Voilà. Mais vraiment, je l'adore. Vraiment super, super, super. Voilà. Alors, on va le mettre ici, voilà. Ensuite, eh bien, ensuite, on va arriver à, deux objectifs que j'ai achetés récemment et qui pourraient t'étonner d'ailleurs. Le premier, je les ai achetés en même temps, mais le premier, je vais prendre celui-ci. C'est un 35 mm. C'est le 35 mm 1.4 de chez Canon. Alors, pourquoi avoir acheté un 35 mm alors que j'ai déjà le 24-70? Voilà la question que je t'entends te poser. Eh bien, pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça d'ailleurs, il n'y a pas que celui-là, je vais sortir l'autre également. L'autre est le 85 mm 1.4 Sigma de la collection Art. Alors, pareil, hein, le 85, on pourrait se dire, écoute, tu as le 70-200, tu couvres cette plage. Alors oui. Alors pourquoi j'ai décidé d'investir dans ces deux objectifs? Alors d'abord le 35. En fait, quand on utilise le 24-70, comme j'ai dit, c'est absolument génial. Il suffit de zoomer, dézoomer, on peut capturer énormément de choses. Le problème, c'est que à un moment donné, eh bien, si on veut augmenter sa créativité, eh bien, on s'aperçoit qu'on est un petit peu paresseux dans son approche, puisqu'en fait, on se déplace moins. On va jouer beaucoup plus sur le zoom. Et il y a un effet aussi négatif à utiliser le zoom, c'est qu'on a notre sujet se rapproche de nous, on dézoome, on n'a pas tendance à se reculer, des fois on ne peut pas reculer, et on va quand même prendre la photo, et on prend une photo à 24 mm et on est vraiment trop près de son sujet, et là on a de la distorsion. Alors c'est pas de la faute de l'objectif en soi, c'est la faute de la distance entre le sujet et l'objectif et la focale. Et donc du coup, ça nous donne des photos qui ne sont pas extraordinaires et qu'on n'aurait pas dû capturer. Voilà. Alors que si, à focale équivalente, on a par exemple 35 mm, eh bien si je ne peux pas le prendre à 35, il va falloir que je recule, je me déplace, je cherche quelque chose, je réfléchis davantage à la construction même de ma photo. Alors qu'avec le 24-70, eh bien on fait abstraction en quelque sorte de la focale à laquelle on se trouve. Voilà. Donc c'est pour des raisons créatives que j'ai voulu utiliser ça, pour me forcer à faire des choses différentes, à réfléchir davantage sur le type de photo. Et puis également, bien sûr, grâce à l'ouverture de 1.4, eh bien avoir une meilleure séparation entre le sujet et le reste, que ce soit devant l'avant-scène ou bien l'arrière-plan. À cet objectif-là, je dois dire les objectifs L de chez Canon, les récents on va dire, eh bien on peut les utiliser plein ouvert, c'est-à-dire à 1.4. À 1.4, on va avoir un très bon piqué, il n'y a absolument aucun souci. Ce qui n'est pas le cas des anciens L, je l'avoue. Alors ça, c'est pour le 35 mm, voilà. Ensuite, celui-ci, le 85 mm de chez Sigma, de la série Art 1.4. Alors pourquoi je l'ai pris alors que j'avais le 70-200? Mais pour les mêmes raisons que le 35, encore une fois, hein, c'est maîtriser davantage la construction de sa photo, son cadrage, mais aussi ce fameux 1.4 qui est absolument délicieux. Alors, pendant longtemps, j'ai loué le Canon 85 mm 1.2 qui est extrêmement lourd, qui est extrêmement lent aussi. Et par lent, je n'entends pas bien sûr l'ouverture, je veux parler bien sûr de la mise en focus, voilà, qui est extrêmement lente et donc qui n'est pas génial quand on a de l'action ou quoi que ce soit.
mais ça fait vraiment de très très belles photos et tu vas voir des photos qui défilent au fur et à mesure des objectifs dont je parle. Et en fin de compte, je me suis dit, bon, il me fallait quelque chose. Je voulais un 85, mais j'avais pas envie d'acheter le 1.2. Et le 1.4 de chez Canon n'était pas extra parce qu'il était vieux, voilà. J'avais pas envie d'acheter le 1.8, c'était clair, pour des raisons de qualité, etc. Et donc du coup, j'ai découvert le Sigma Art, c'est la nouvelle génération. Et tu remarqueras que c'est le seul objectif que j'ai qui n'est pas de chez Canon. Et alors la raison pour laquelle j'ai choisi de toujours acheter Canon dans les objectifs, c'est très simple en fin de compte. Certes, il y a de la bonne qualité chez Sigma, chez Tamron, chez Zeiss aussi, mais la raison pour laquelle j'ai toujours choisi Canon, elle est simple, c'est parce que quand les objectifs tiers sortent, en fait, ils sortent pour être compatibles avec des appareils photo qui sont déjà sortis. Voilà. Ce qui fait que si tu montes en gamme et que tu achètes un nouvel appareil, peut-être dans 1 an ou 2 ans, eh bien, il n'y a pas de garantie, en fin de compte, que cet objectif tiers fonctionne correctement avec cet nouvel appareil. Quand il s'agit des objectifs faits par la même marque que l'appareil photo, eh bien, il y a une certaine continuité. Et donc, en ce qui concerne le Sigma Art, en fait, il y a un dock, il y a une dock station que l'on peut brancher. Je l'ai là d'ailleurs, je vais le prendre. Si je le trouve, voilà. Voilà le fameux dock station, et en fait ça me permet de brancher l'objectif directement là-dessus, de brancher ça sur l'ordinateur, et grâce à ça, en fin de compte, je peux reconfigurer le firmware. Donc si demain Canon sort un nouvel appareil et par défaut, eh bien, le focus n'est pas exact, eh bien, je peux régler ça par rapport à cet objectif, par rapport à cet appareil-là. Voilà, et pour ça, ça offre un peu plus de garantie dans le futur de cet objectif de marque tiers. Au niveau qualité, c'est extrêmement parfait. Il est mieux que le Canon 1.4. Cela dit, Canon, une semaine ou deux après que j'ai fait l'achat de ce Sigma, Canon a sorti une nouvelle version de 85 mm. Mais là, c'est le tarif qui est exorbitant. Et donc, du coup, il n'y a aucune raison que d'acheter. J'avais pas de regret à avoir. J'étais très content d'acheter ce Sigma. Voilà. Je dois dire que le Sigma, il est toute beauté, il est énorme, comme tu peux voir, c'est un 86 mm de diamètre, et la raison pour laquelle il n'a pas le couvercle, c'est que je viens de le perdre. Donc je viens de le commander sur Amazon, d'avoir un nouveau couvercle. Voilà. Alors, ça, c'est pour les objectifs. Alors, je vais le mettre, où c'est que je vais le mettre? Je vais le mettre ici, voilà. Voici. Alors, on continue. Pour les objectifs, il y en a d'autres également. Il y en a un et demi en fin de compte. Voilà, c'est un Lens Baby. Alors, il se trouve qu'au mois de mars dernier, mars 2007, j'ai rencontré le créateur de Lens Baby et le papa de Lens Baby. Et donc, du coup, on a discuté, etc. Et c'était à l'époque où j'avais essayé, où je testais le daguerreotype. Si tu n'as pas vu cette vidéo sur le daguerreotype, je t'invite à cliquer ici, voilà. Et du coup, on en discutait, et puis il m'a dit, ouais, tu devrais essayer le Lens Baby, et donc je l'ai regardé ce que c'était, et ils ont été sympas, ils me les ont envoyés, voilà, gratuitement, et pour que je puisse faire une revue. J'ai pas eu encore le temps de faire une revue, et en plus de ça, je voulais absolument faire la revue du 24 Tilt Shift, parce que ça utilise le même principe. Donc comme je vais faire ça dès la semaine prochaine, eh bien je vais pouvoir te parler de Lens Baby sûrement avant Noël, voilà. Alors c'est en fait 2 objectifs dans un. Alors, est-ce que j'utilise ça beaucoup? Pas vraiment. Ça m'est arrivé de le sortir de temps en temps dans des photos de famille. Au mariage, j'ai pas eu le temps de vraiment l'utiliser parce que c'est entièrement manuel. Et les derniers mariages que j'ai fait, j'avais vraiment pas le temps de jouer avec. Mais vraiment, je trouve ça très sympa. Vraiment, tu verras quand je ferai la revue. Je recommande. C'est pas le Lens Baby, c'est pas la qualité du Lens Baby qu'on avait il y a 10 ans ou 50 ça. Voilà, c'est vraiment de la très bonne qualité maintenant. Alors voici, on a fait le tour pour les objectifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Eh bien, il y a, tiens, de quoi nettoyer l'objectif, donc la petite roquette. Ensuite, j'ai un lens pen aussi à l'intérieur.
Ensuite, j'ai des flashs. Alors, on va commencer par ce flash-là. C'est le seul flash Canon que j'ai. C'est le Speedlight 430 EX Mark II. Je l'ai depuis... je l'ai acheté en même temps que le Canon 70. Je l'ai acheté à New York, à B&H, lors d'un voyage. Et ce que tu vois au-dessus, ne t'en fais pas, c'est un caoutchouc avec des aimants. C'est pour les moduleurs que j'utilise pour les diffuseurs, etc. Je vais t'en parler dans une minute. Voilà. Donc, premier flash, donc le Canon 430. Voilà. Ensuite, j'ai un autre flash. Alors, mon autre flash, c'est un flash Yongnuo. Et celui-ci, c'est vraiment mon flash, celui que j'utilise, le premier que je prends, celui que j'utilise le plus souvent. C'est le Yongnuo 568 EX Mark II. Voilà, que j'adore. Vraiment, vraiment, j'adore. Pareil, tu remarques qu'il a quelque chose au-dessus. C'est pour poser mes diffuseurs. Voilà. Alors, je le mets... Oups, et ils commencent à s'embrasser ces deux-là. Ensuite, j'ai mon troisième flash. Alors, c'est pareil, c'est encore un Yongnuo et celui-là, c'est le YN565EX. La différence en gros entre les deux, c'est il y en a un qui permet de faire le high sync speed et l'autre ne permet pas. Et puis, je crois qu'ils n'ont pas non plus la même valeur GN. Voilà. Alors, voilà ces trois flashs qui permettent de voir que oui, on peut faire du travail professionnel avec des flashs qui ne sont pas de la marque telle que Nikon ou Canon. Personnellement, pourquoi j'ai investi dans les Yongnuo? C'est très simple. Le prix et la qualité. Au total, j'en ai acheté 3 Yongnuo. Là, tu n'en vois que 2, tout simplement, parce qu'il y en a un qui a été le remplacement de mon premier Yongnuo que j'avais acheté, qui a arrêté de fonctionner proprement à un moment donné. Mais j'avais pas de regret à avoir parce que je l'ai utilisé pendant 2 ans. Ces deux-là, ça fait plus de 2 ans que je les ai, ça fait à peu près 3-4 ans maintenant. Et vraiment, c'est de bonne qualité pour à peine 110-120 euros. Voilà. Contrairement aux Canon qui sont généralement à équivalence, ils sont là aux alentours de 400 euros, voire 500 euros quand ils sortent. Donc, si un flash me dure 2 ans, écoute, je serai très content avec. Donc voilà, vraiment de très bonne qualité, je suis très content. Alors, comme je t'ai dit, hein, il y a quelque chose sur la tête ici pour les modulateurs. Avant que je te parle de ça, bien sûr, qui dit flash dit batterie. Alors des batteries pareilles, j'en ai à l'appel des batteries. Voilà, 8 batteries ici. Encore 8 batteries, ça fait 16. Voilà, encore 8 batteries. Et enfin, 8 batteries. Alors pourquoi autant de batteries alors que les flashs en prennent 4? C'est tout simple en fin de compte parce que j'ai effectivement ces flashs mais j'ai également les déclencheurs. Alors pour les déclencheurs tu les connais, j'ai déjà fait une vidéo dans le passé. Si tu n'as pas vu cette vidéo, pareil, je t'invite à cliquer ici. Alors on a le déclencheur. Alors le déclencheur c'est le YN622C parce que je suis sur Canon. Mais tu as le N pour Nikon, c'est ITTL également. Alors j'en ai 1, 2, 3. C'est des déclencheurs radio. Et j'en ai un quatrième. Voilà. J'en ai 4. Pourquoi j'en ai 4 alors que j'ai que 3 flashs? Eh bien c'est très simple parce que pendant longtemps en fait j'ai utilisé le quatrième comme étant mon déclencheur, celui que je mettais sur mon appareil photo, jusqu'au jour où, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai dit tiens, je vais acheter ceci. C'est le YN622C TX, et en fait, ça me permet de contrôler mes flashs, voilà. Et j'adore cet outil-là, c'est absolument parfait. Donc ceci vient se mettre là, ce qui fait que un des 4, eh bien, c'est mon backup au cas où ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà ce que j'ai pour déclencher mes flashs. Ensuite, batterie, vite fait, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise des batteries rechargeables. Si je n'utilisais pas les rechargeables, ça me reviendrait relativement cher. Et en fait, j'utilise 2 types. J'utilise des Duracell aux alentours de 2000, minimum de 2000 mAh. Sinon, j'utilise des Eneloop. Des Eneloop, en fait, c'est ces batteries en fait, qui ne se déchargent pas quand tu ne les utilises pas. Alors, c'est pas que qu'elles restent 6 mois sans être utilisées, bien qu'elles pourraient rester. En fait, généralement, elles durent 6 mois, entre 6 mois et 1 an sans être utilisées. Elles auront quasiment 95% de leur charge, donc c'est très bien. C'est juste que je voulais avoir la garantie que
de pas avoir constamment mes batteries sous tension sur le chargeur. Voilà, donc quand elles sont chargées, je les mets dans la boîte et j'ai pas à me poser de questions, savoir si elles sont chargées ou pas, elles le sont toujours. Voilà. Maintenant, on a parlé des batteries, on va parler des moduleurs, des diffuseurs, des transformateurs de lumière que l'on peut placer sur les flashs. Alors, j'irai en plus gros détail là-dessus dans une vidéo revue, mais là, c'est juste pour te montrer ce que j'ai, parce que je n'utilise plus ce que j'utilisais avant, c'est-à-dire les fameux gels, les bouts de gel que tout le monde connaît, où il faut mettre avec des élastiques ou avec des systèmes de velcro et ça branle de partout, c'est pas pratique. Eh bien, il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai investi dans une solution qui s'appelle MagMod. Voilà, et j'adore et tu vas le comprendre pourquoi. Voilà, je mets celui-ci, hop. C'est quoi? C'est un snoot. C'est un snoot que je peux régler, comme tu peux voir. Voilà, et ça tient facile. Je peux faire tout ce que je veux, ça ne s'enlève pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme diffuseur? J'ai celui-ci qui est beaucoup mieux que les fameux Garifong, etc. Puisqu'en fait, il va bien diffuser la lumière, mais on ne va pas perdre la lumière. Voilà. Généralement, le Garifong, tu perds un arrêt de lumière, voire un peu plus. Celui-ci, tu ne le perds quasiment pas. Et c'est vraiment super et ça diffuse, c'est beau. Je ferai une vidéo là-dessus. Pareil, le même principe, ça se met comme ça. Ensuite, l'autre diffuseur que j'ai, c'est celui-ci. Celui-ci, alors ça c'est le Maxsphere, qu'on appelle aussi le boob en anglais, le sein, parce que vraiment on dirait un sein en silicone, et ça, eh bien, c'est le MagBounce, qui est en fait l'équivalent de la petite carte que tu as pour faire rebondir la lumière, et c'est vraiment bien, et puis ça se barre pas, tu vois, c'est pratique, vraiment j'adore. Alors l'avantage c'est que ça c'est pour moduler la lumière, mais on peut aussi, je parlais de gel tout à l'heure, eh bien on peut utiliser des gels. Les gels sont comme ceci, ils sont durs, voilà, et on peut en mettre jusqu'à 2 ou 3, je crois, on peut les combiner à l'intérieur même de ce système-là. Et l'avantage des aimants, eh bien, c'est que ça se combine. Donc, si j'ai envie d'utiliser ça, je peux combiner, voilà, les deux. Alors ça, c'est pour le gel. J'en ai un autre, comme tu vois, avec du bleu. L'autre, c'était un CTO, c'était couleur orange température. Là, c'est un bleu, c'est un CB, couleur bleu température, CBT. Et ensuite, j'ai des grids. Alors, si tu trouves que le snoot, eh bien, c'est un petit peu trop ou pas assez, eh bien, tu peux utiliser des grids. Voilà, le grid, tu connais le principe, et que tu peux cumuler comme ça. Hop, si je les mets dans le bon sens. Et bien sûr, voilà, si tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà. Donc, voici ce que j'ai dans la boîte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, dans cette poche, j'ai les différents gels, différentes couleurs, voilà, que j'ai en double. Pourquoi en double? Parce que ça me permet d'avoir des gels sur plus qu'un flash, voilà, donc c'est pratique. Je vais mettre ça ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On parlait de nettoyage des objectifs tout à l'heure avec le Rocket. Eh bien, j'ai un lens pen. J'ai un lens pen en fait dans chacun de mes sacs. Voilà, comme ça j'en ai toujours un avec moi. C'est très pratique. Ça permet d'avoir la petite brosse comme ça pour nettoyer au début. Et une fois qu'on a retiré toute la poussière et que c'est simplement du gras qu'on souhaite retirer, à ce moment-là, on peut utiliser cette partie-là qui est pratique en carbone. Voilà. Donc je mets ça ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une télécommande, voilà, c'est une télécommande Canon, je dois dire. Alors pourquoi télécommande Canon? Pendant longtemps, j'ai acheté des télécommandes pas chères, des télécommandes que j'achetais sur eBay, j'ai même acheté sur Amazon, qui valaient 10, 15, 20 euros, et qui avaient différentes fonctionnalités, etc. Et en fait, à partir du moment où Canon a changé ses branchements, et que c'était des branchements avec 3 petites tiges, eh bien j'ai trouvé que les autres télécommandes, eh bien elles étaient vraiment pas terribles, ça tenait pas forcément bien, j'avais pas confiance si ça allait casser les petites tiges qui sont sur l'appareil, et puis en plus de ça, il n'y avait jamais de bouton il y avait un bel écran, c'est ça, il y avait un super écran LCD,
mais en fait, il n'y avait jamais de bouton pour arrêter la batterie. Donc la batterie était constamment bouffée, et donc j'ai jamais mes systèmes. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ces fonctionnalités-là sur la télécommande. Pourquoi? Parce que le 5D Mark IV inclut un intervalomètre et autres. Donc du coup, eh bien, j'avais plus besoin de ces écrans-là, et c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter cette télécommande simple. C'est la RS80N3 de chez Canon qui fonctionne avec le 5D Mark IV. Voilà. Donc je vais mettre la télécommande ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici, eh bien en fait c'est un bout de verre, voilà, ça me permet de créer certains effets. Alors je débute avec ça, donc j'ai pas de photos à te montrer, mais ça permet de créer des effets assez intéressants. Des fois, de placer ça juste devant l'objectif, voilà. Et on a soit des lumières arc-en-ciel qui apparaissent, ou bien des reflets miroirs, etc. Donc c'est toujours à expérimenter, ça peut être très très intéressant. Donc voilà que j'ai acheté ça. Ensuite, bien sûr, un torchon microfibre que j'adore. J'ai acheté une poche de 50, je crois, torchons comme ça. C'est dans les magasins pour voitures, style Leclerc Auto. Eh bien, c'est beaucoup mieux, je trouve, que les microfibres toutes fines. Tu remarqueras, c'est un peu comme une serviette. Et l'avantage de ça, c'est que quand c'est mouillé, voilà, quand il pleut, et que tu dois essuyer quelque chose, eh bien, vas-y, fais-le avec le super microfibre comme il te donne pour les lunettes. Et bien tu t'aperçois en fait que ton tissu, ton mouchoir, il devient complètement trempé, il est inutilisable. Ça absorbe, et ça sèche rapidement, et du coup, ça me permet d'essuyer beaucoup plus de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je recommande ce système de torchon. Voilà. Ensuite, j'ai ceci à ma poche, pas à ma poche, à ma ceinture avec moi tout le temps. C'est là que j'ai mes fameuses cartes mémoire. Je t'en ai parlé dans une vidéo récemment sur comment je décide de gérer mes cartes mémoire pendant les mariages et autres événements qui ne peuvent pas être reproduits. Voilà. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Donc ça, on va le mettre là, et je dois dire que ça va être tout pour ça. Ensuite, bien sûr, il y a autre chose, puisque tu sais que je suis fan des filtres. Alors, j'ai des filtres Lee. Alors ça, c'est le Big Stopper qui est ici, que j'utilise. Ça peut m'arriver de l'utiliser dans un mariage, voilà. Tout va dépendre, en fait, du contexte. Si on est à l'extérieur, qu'on souhaite faire des photos de portraits des mariés, mais tout en étant dans un environnement, eh bien, les filtres peuvent être pratiques, à condition d'avoir du temps. Voilà. Donc, j'ai le Big Stopper, j'ai le Little Stopper également. Voilà, et puis bien sûr ma poche à filtre Lee, bien entendu, et ensuite eh bien mon porte-filtre, voilà, que tu connais, j'aurai l'occasion sûrement d'en parler, voilà, sur lequel il y a déjà mon filtre polarisant, voilà, avec bien entendu le pare-soleil inclus. Alors, il y a ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai système pour le flash. Avant d'avoir ça, j'utilisais donc le fameux ROG, le Excel. Et donc vraiment, ça c'est super. Ça permet en fait de faire plein de choses, d'avoir ça. Généralement, j'ai ça donc sur le flash. J'ai le flash qui est monté sur un monopode, et j'ai mon assistante qui bouge le monopode comme ça et qui me permet d'avoir de la lumière directionnelle, et c'est vraiment très bien. Cela dit, c'est un peu encombrant, et depuis je préfère utiliser le fameux Mac Bounce, ou bien le MaxFear en l'occurrence. Donc voici en fait tout le matériel que j'utilise à longueur de temps. Et que ce soit donc pour les mariages, acheté essentiellement par les mariages, mais comme tu sais, j'utilise le 70-200 pour le paysage, j'utilise le 24-70 pour le paysage, le 100 mm si je veux faire de la macro, je peux très bien le faire, le 35, et oui, ça peut être intéressant de faire du 35 mm, surtout pour le 1.4, on peut faire du paysage avec une faible profondeur de champ, et donc ça peut être très intéressant de l'avoir. Et puis bien sûr mon 24 tilt shift. Voilà, donc j'espère que tu trouves ça intéressant maintenant que tu as trouvé ta réponse du matériel que j'utilise. Si tu es intéressé, bien sûr tu vas dans l'article blog, il est
dans la description, mais aussi tu l'as ici. Et dans cet article blog, eh bien, je répète pas tout ce que j'ai dit, mais simplement je te donne les liens pour pouvoir aller acheter ou vérifier les prix de tout ce matériel que j'utilise. Et puis, comme on est eh bien, à un mois de Noël, eh bien, je te souhaite bonne chance pour convaincre ta partenaire ou ton partenaire ou les gens qui sont autour de toi pour pouvoir t'acheter du matos. On sait que c'est la bonne opportunité, la bonne excuse Noël pour pouvoir acheter du matériel. Mais n'oublie pas une chose, c'est que le matériel ne fait pas le photographe. Voilà. En attendant la prochaine fois, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le, quel que soit le matériel que tu as. Pense-y. Cheers.